toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Bitcoin 2024, l'année de tous les sommets. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. J'avais commencé à travailler sur une vidéo il y a quelques heures en arrière et sous mes yeux, Bitcoin perdait à peu près 9%. Donc je me suis dit, est-ce que c'est réellement pertinent de poster cette vidéo quelques instants plus tard? Finalement, je me suis dit que j'allais la faire donc demain, en prenant un petit peu de recul, en attendant les ouvertures de Wall Street, potentiellement les clôtures daily, notamment sur le marché Bitcoin. Non, je pense que c'est important de la faire immédiatement. Je pense que quand on a une idée dans la tête, il faut aller jusqu'au bout. Et je vous propose donc cette vidéo relativement concise, extrêmement courte. J'espère que je vais vous apporter quelque chose et je reprends donc cette mécanique fondamentale ou cette thématique fondamentale d'une question posée. Est-ce que l'impact de l'ETF Bitcoin ou des ETF Bitcoin au comptant sont-ils pris en compte par le marché? Et de cette interrogation que aujourd'hui tout le monde se pose, qu'il soit validé ou refusé, qu'il soit pricé ou non, il faut revenir sur les fondamentaux de Bitcoin et qu'est-ce qui définit réellement la valeur de Bitcoin. Je pense que c'est un bon moment pour rappeler ces thématiques-là. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, court, moyen, long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur au sein de la communauté. Moi, j'utilise cette stratégie sur les cryptoactifs et les marchés plus traditionnels. Excellent résultat, moyen, long terme, voire très long terme. On parle très rapidement de cette prise de liquidité. On l'avait dit, on peut revenir d'ailleurs sur Bybit, ici sur les contrats à terme de Binance ou de Bybit. On est quasiment venu chercher tous les petits lots qui étaient en attente par rapport à ce breakout qui, il semblerait, se transforme actuellement en fake-out. Il faudra donc attendre les clôtures pour confirmer. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'émotion, la confirmation avec une clôture au-dessus du range précédent. Ce que veulent pas voir les boules, ce sont des réintégrations. Honnêtement, elle est plutôt jolie cette réintégration. Mais les réintégrations ne sont confirmées qu'à la clôture de la time frame visée, ici, en daily. Sur Bybit, on est parti chercher tous les stops, qui se trouvaient un tout petit peu plus bas ici, aux alentours des 40 150 $. Donc si malheureusement pas mal de longueurs étaient actuellement sur ce play, malheureusement vous avez dû être liquidé. On ne met pas tout nous dans le panier, on ne met pas all-in sur une idée de trade ou un setup. On met 0,5% ou 1% de son capital d'investissement ou trading en levier. Peu importe, on avait déjà beaucoup travaillé sur ce type de thématique et de rhétorique. Et il ne faut pas qu'un coup soit considéré comme une erreur fatale ou un gain extraordinaire en l'espace de quelques heures, quelques jours ou quelques mois. Bien évidemment, gérez votre risque par l'allocation d'un montant que vous êtes prêt à perdre plus de 100 fois. Et oui, et 100 fois dit d'affilée. Bon, on va pas en parler pendant 2 heures. Une bonne chasse à liquidité qui a été catalysée par une news. Et pendant que j'étais en train de tourner la vidéo, il y a à peu près 1 heure, sous mes yeux, je voyais le prix complètement se décrocher. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai loupé un truc. Les ETF sont déjà refusés. Il y a quelque chose qui se passe que je ne sais pas. Quelle est la news? Et finalement, après quelques minutes, on a trouvé. La news, c'est celle-ci. La proposition d'ETF Bitcoin Spot seront rejetées par la SEC. Matrixport. Alors, je suis toujours très étonné de voir un média, mais ce n'est pas vraiment un média, c'est plutôt un exchange ou une société qui propose des cryptoactifs, qui de par leurs analystes, nous propose une thématique qui a été déjà relayée moult et moult de fois. Mais je ne sais pas, c'était peut-être l'occasion, c'était peut-être le bon moment, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est surtout en fait à la recherche de nous investisseurs du pourquoi, ou nous traders du pourquoi. Et en réalité, c'est la première news qui arrive qui nous explique que le pourquoi il est devant nos yeux. Mais c'est très probablement pas le pourquoi, si vous voulez. C'est plutôt une réponse de quelque chose, d'une idée, d'une analyse, d'une rhétorique qui se tient, qui est cohérente, bien évidemment, par rapport à une proposition de Matrixport vis-à-vis du ressenti de Gensler vis-à-vis des cryptoactifs et de l'ensemble du comité directeur de la SEC pour pouvoir valider ou refuser ou repousser l'approbation des ETF Bitcoin. Alors, il semblerait que la crédibilité viendrait par rapport à la commission en elle-même. Il y aurait plus de démocrates que de républicains. Et je m'inscris dans cette logique, dans le sens où Biden au pouvoir, je doute qu'il y ait réellement des ETF au comptant Bitcoin. J'étais plutôt dans cette idée-là. Donc ça renforce un billet peut-être contrarien ici. Mais ça ne veut pas dire que ça va être refusé. Ça veut encore moins dire que ce sera accepté. Il faut bien le comprendre comme ça. Donc le pourquoi, c'est tout simplement pour essayer de calmer une émotion. Mais c'est clairement pas catalysant.
tant qu'on ne résout pas des ranges par le bas ou par le haut, avec des acceptations et des confirmations, acceptations en vue de jouer une accélération, eh ben on est tout simplement spectateur de ce marché. Mais ça se tient. Donc la proposition de Matrix Sport se tient plutôt pas mal. Maintenant, si on revient juste hier, on ne va pas revenir un an en arrière, on va juste revenir hier. Et hier, un des analystes de Matrix Sport nous expliquait que Bitcoin au-delà des 50 000 $ cette semaine. Donc hier, au-delà des 50 000 $ cette semaine, pourquoi ? Il faut toujours chercher le pourquoi. Dans son analyse publiée début janvier, Matrix Sport met en avant la consolidation des prix observés par Bitcoin qui aurait préparé le terrain en vise à rallier haussier demain. La plateforme mise notamment sur le retour des investisseurs internationaux qui ne sont tenus à l'écart dans le passé mais qui sont désormais impatients de profiter de la hausse. Plusieurs facteurs techniques attraient ce scénario explosif. Premièrement, l'approbation imminente des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Elle est pas belle celle-là ? Franchement. Donc hier, il nous explique Bitcoin à 50 000 $ et aujourd'hui, il nous explique quoi ? La SEC va tout rejeter, Bitcoin moins 20%. Est-ce que, oui ou non, il faut apporter crédit à ce type de narratif ? Je ne pense pas, mais la news est réelle. Maintenant, ça renforce un billet du pourquoi. Mais le pourquoi ne prédomine pas la technique, et encore moins aux fondamentaux. Et c'est donc en ça qu'il faut se poser cette question. Prendre du recul, rationaliser et prendre du recul dans notre réflexion. Est-ce que l'impact des ETF au comptant est-il déjà pris en compte par le marché ? Et ma réponse est que c'est très proche de oui. Et je vous explique pourquoi. D'abord, est-ce que c'est une échéance connue ? Oui, ça fait des mois qu'on sait que le 10 janvier, c'est pour ARK Invest et un autre porteur d'ETF comptant. Le 10 janvier, c'est la date fatidique avant un refus catégorique sans la possibilité de la SEC de faire un report. 10 janvier. Donc on a alimenté un narratif pour dire que si c'est la dernière possibilité, peut-être que tout le monde va être approuvé début janvier ou en tout cas avant le 10 janvier. Et plus on avance à cette date d'échéance, et plus on alimente notre narratif, et plus Twitter s'embrase, et plus l'euphorie vient, et plus le cours de Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire, s'apprécie. Depuis l'approbation des ETF Bitcoin, ou en tout cas le dépôt des ETF Bitcoin, c'était ici pour information. C'était en juin 2023. Donc on a eu le temps de faire yo-yo, si vous voulez, et de tenter de pricer la news, tout simplement. Donc c'est buy the rumor, potentiellement c'est the news. On me dit souvent, on me dit régulièrement, oui mais ce narratif de buy the rumor, sell the news, est-ce que c'est considéré comme une opportunité ? Est-ce que c'est de bon augure ? Est-ce que c'est répétitif ? Est-ce que c'est un mécanique ? En fait, je vous explique tout simplement la psychologie derrière ces buy the rumor, sell the news, c'est sell the rumor, buy the news. C'est que si vous observez un retracement après les approbations Bitcoin spot au comptant, qui est pour vous ou pour nous un catalyseur, à ce moment-là, c'est considéré comme un dip, donc comme une opportunité. Tous les replis seront ici faits pour être rachetés. Psychologiquement, on les rachèterait, puisqu'on a eu nos approbations, puisque l'échéance s'est soldée par une positive narrative. Maintenant, si c'est refusé, on passe plus dans l'opportunité, mais on place dans la panique. Parce que nos attentes ont été bafouées. Une désillusion. Mais pour nous, investisseurs, que les ETF soient acceptés avec un buy the rumor, sell the news, ou refusés, un panic sell, sauf qui peut, désillusion, ce sera considéré comme une opportunité. Et on ne cherchera donc ici pas des prix, mais des zones. Et on peut utiliser notamment des indicateurs type les retracements Fibonacci pour pouvoir se positionner rationnellement. En attendant des structures, en attendant des crosses, des golden cross, un RSI qui retrouve et un momentum qui retrouve dans la main des acheteurs, etc., etc., etc. Mais c'est juste une question de polarisation, de polarité, entre ce qui est considéré émotionnellement comme une opportunité ou comme la panique. Dans les deux cas investisseurs, c'est considéré comme une opportunité. On va se poser 3 questions. Je pense les 3 questions les plus importantes par rapport à ce que j'essaye de vous avancer et en quoi je pense que c'est une vidéo extrêmement importante à bien assimiler qu'on pourra en fait reproduire sur énormément d'échéances qui pourraient nous sembler extrêmement propices au marché. Particulièrement Bitcoin. Est-ce que ces ETF spot
répondent-ils à une évolution structurelle de Bitcoin? Est-ce que l'ETF au comptant est corrélé à une évolution majeure du protocole de Bitcoin? En somme, en fait, la question elle est très simple. Est-ce que cet ETF apporte une quelconque valeur à Bitcoin? En fait, la réponse, elle est assez simple. La réponse est non. Un ETF au comptant n'influence en rien le protocole, la structure ou la valeur de Bitcoin. Potentiellement son prix, que le marché n'a de cesse que de tenter de le pricer. 42 000 $, 39 000 $, 53 000 $, 64 000 $, 80 000 $, peu importe, le marché aura toujours raison. Ça, c'était la première question. Et à cette première question, on y répond non, finalement. La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que l'ETF de Bitcoin au comptant, ou l'ensemble des ETF Bitcoin au comptant, ouvre-t-il l'accès à de nouveaux capitaux? Un cadre juridique nouveau? Un mécanisme législatif novateur? Est-ce que c'est réellement différent d'un ETF sur les contrats futurs? La réponse, vous la connaissez, c'est non. L'ETF au comptant n'ouvre pas la porte à de nouveaux capitaux entrants qui ne pourraient aujourd'hui se déverser sur le marché crypto, puisqu'il y a déjà des mécanismes, notamment de levier, comme les ETF sur les contrats futurs, BITO, BITI, BITX, que tout institutionnel peut très bien utiliser sur le sol américain. Donc, c'est pas nouveau. Donc, ça ne va pas impulser un renouveau de capitaux par rapport à la structuration de l'outil financier proposé. La seule chose qui est différente, ça se passe dans notre esprit. C'est que ils devront acheter les bitcoins pour pouvoir proposer ces ETF équilibrés. En fiduciaire, pas en nature, hein, évidemment. Ce serait trop facile. Donc oui, c'est un narratif qui nous alimente et qui tente d'être brassé encore une fois par le marché et qui très probablement l'a déjà été fait. Troisième question qu'il faut se poser. Est-ce que un ETF spot au comptant est un formidable moyen de s'exposer au Bitcoin en tant que réserve de valeur? Est-ce que c'est une porte d'entrée, un risque complètement maîtrisé pour spéculer pour Bitcoin? Non. Un ETF n'est pas une porte d'entrée à une réserve de valeur. Si vous prenez le cas échéant de l'or, par exemple, on peut partir du constat que oui, l'or, c'est compliqué à stocker, c'est compliqué à s'approvisionner, c'est compliqué à garder, c'est compliqué à acheter, compliqué à vendre. Donc, on peut partir du principe qu'un ETF au comptant apporte une valeur ajoutée par rapport à la condition elle-même de ce minerai. Mais Bitcoin, en 2 secondes, n'importe qui peut acheter du Bitcoin. Et des vrais Bitcoins. En 2 secondes, les mettre sur un wallet ou sur un échangeur ou sur un ledger. Donc, l'innovation de rupture pour pouvoir s'approprier et spéculer sur Bitcoin existe déjà en lui-même, en tant que réserve de valeur. Ce qui était donc différent par rapport à l'or il y a une vingtaine d'années de cela. Ça ne veut pas dire que c'est baissier, ça ne veut pas dire que c'est haussier. Ça veut juste dire que ce n'est pas une évolution de rupture. C'est juste un outil supplémentaire, abreuvé d'un narratif très bullish. Moralité. Est-ce que l'ETF Bitcoin est-il une quelconque influence ou une incidence sur la valeur de Bitcoin? Non. Est-ce que ça a une incidence sur le prix? Oui. Mais à ce moment-là, c'est émotif, spéculatif, voire euphorique. Donc on reprend maintenant les bases fondamentales. C'est encore une fois quelque chose de très personnel, mais je pense que c'est important de le rappeler à cet instant. Qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin? Bonne question. Quelle est la bonne valeur de Bitcoin? Excellente question. Son coût de production. Si aujourd'hui on part du principe que la SEC ouvre la porte, une boîte de Pandore qu'il a déjà fait depuis maintenant quelques mois, voire j'ai presque envie de dire années, en essayant de collatéraliser Bitcoin en tant que commodities. Matière première, minerai,
Gold, old, silver, pomme, blé, chocolat, café. Pas de problème. Ce qui est initialement gratuit, disponible, doit être travaillé pour pouvoir être consommé. Donc Bitcoin, pour être consommé, dans sa transversalité, doit être miné. Mais Bitcoin en lui-même coûte zéro. On ne le trouve juste pas dans le sol. On le trouve plutôt dans des calculs qui sont, eux, programmés et qui reviennent directement d'ailleurs au stock to flow de plan B qu'il avait imaginé par rapport à la rarification et à la déflation de Bitcoin par rapport à ses émissions. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'échéance de stock to flow qu'on regarde de temps en temps avec l'ensemble de la communauté, à partir du principe qu'on est sur la bonne valeur de Bitcoin de par ce modèle et qu'il devrait, après l'halving, avoisiner les 500 000 $, 447 000 $, 500 000 $ à peu près. Si on se base sur ce calcul, parce que c'est clairement un calcul, du stock to flow qui est directement basé sur des conditions assez symétriques vis-à-vis de la production de l'or, considéré comme une réserve de valeur. C'est bien évidemment, et ça je le reviens, il faut vraiment l'écrire noir sur blanc, la réelle valeur de Bitcoin est directement corrélée par rapport à son coût de production, donc d'extraction. Et nous avons des outils pour pouvoir le voir. Et vous allez voir à quel point c'est, au fond, que du bon sens. On va se mettre ici, je vais tout effacer, et je vais vous remettre en fait ce petit modèle de mining cash juste ici. Bon, certains d'entre vous vont me dire, Hermès, mais c'est pas vrai parce que le prix chez Riot ou chez Core Scientific ou en Asie ou au Bangladesh est beaucoup moins élevé, etc. Bon, ne prenons pas un coût par rapport à celui qui paye le prix de l'électricité le moins cher ou qui a eu les meilleures offres par rapport à Bit, je ne sais plus comment il s'appelle, au Singapour, les Bitmain. Voilà, parce qu'il a eu des marges arrière, parce que c'est Leclerc qui a acheté des mineurs ou Carrefour qui a acheté des mineurs, donc ils ont une force de frappe dans leur centrale d'achat beaucoup plus importante. Pas très différent de ce qui se passe chez Riot, Core Scientific ou d'autres évidemment. Bon, il faut juste comprendre que c'est des zones d'intérêt. Des zones d'intérêt propices à un risque management maîtrisé. En somme, quand on observe cette courbe rouge ici, on s'aperçoit bien que le cours l'épouse, le cours le trend, le surf si vous voulez, et quand ça vient à l'intérieur, c'est plutôt bénéfique de pouvoir acquérir des bitcoins. Ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois, historiquement un peu plus de fois, mais ici c'était clairement une très bonne zone au niveau de ce calcul, même si très approximatif, mais qui reflète ici des zones d'opportunité, d'incitation, d'intérêt. Je pense que c'est important de le regarder comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on le surfe en fait depuis quelques mois maintenant, par rapport à ces dernières et précédentes ruptures haussières. Bon, formidable. Maintenant, on comprend bien quelque chose, encore une fois fondamental, c'est que cette courbe augmente. Pourquoi ? Parce que la capacité de calcul au niveau des TRH augmente également. De plus en plus de mineurs achètent des machines et de plus en plus de mineurs se voient arriver sur le marché. Donc, plus il y aura de machines et plus il y aura d'acteurs, plus ça va monter. Maintenant, il faut juste reprendre, si on regarde ces fameuses zones d'intérêt, ceux qui minent aujourd'hui le Bitcoin le plus cher aux alentours des 46 000 $, ceux qui minent aujourd'hui le Bitcoin le moins cher, on peut parler de Riot, c'est les derniers chiffres que nous avions il y a quelques années, quelques mois en arrière, grosso modo les 12 000, 13 000 $ à peu près le Bitcoin, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est une belle confluence par rapport à un pullback au niveau d'une structure en W trimestrielle ici, aux alentours des 13 000, 14 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'on doit y aller ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y aura très probablement de l'intérêt pour beaucoup de spéculateurs, demandeurs, qui y verront des opportunités bien avant la target de ce prix-là. Je dis juste que s'il doit avoir un cataclysme, comme on l'a observé sur l'or précédemment par rapport à un coût de l'or vis-à-vis de son extraction, qui est connu, c'est à peu près 1200 $ l'once aujourd'hui, un peu près 1000 $ il y a quelques années en arrière. C'était ici en 2016 où il s'est pile arrêté à 1000 $. Et on savait que le coût d'extraction moyen des mineurs et des mines d'or était 1000 $ l'once. Après, ils ne minaient plus. Donc si vous ne minez plus,
vous ne produisez plus. Si vous ne produisez plus, automatiquement, l'offre s'amenuise et la demande, si elle reste constante, fait remonter les prix. Sur Bitcoin, on connaît ce prix-là. C'est à peu près 13 000, 14 000 $. Le minimum pour les plus gros mineurs aujourd'hui de Bitcoin. Pourquoi on le sait? Parce que si vous allez regarder du côté de Riot, le coût moyen, c'était en août 2023, 8 389 $ le coin. Donc aujourd'hui, le TRH est un petit peu plus élevé, quasiment 60% supplémentaire. Donc on peut se retrouver aux alentours des 12-13 000 $, où Riot va aujourd'hui être à l'équilibre par rapport à ses investissements, sans payer les salaires, sans payer tout ça. Mais si on prend équilibre machine, amortissement et électricité, c'est grosso modo le coût de revient d'un Bitcoin pour Riot. À partir du principe qu'il y en a quand même pas mal qui doivent être dans cette fourchette-là. Sachant qu'aujourd'hui, avec les contrats, bien que c'était encore difficile en 2022, au niveau des coûts des énergies, ils ont des contrats qui sont extrêmement bas au niveau des mineurs de Bitcoin. Et je ne vous parle même pas de coûts d'acquisition parce qu'on parle de plus de 250 000 ASIC aujourd'hui qui sont connectés dans ce type de grosses boîtes où les plus grands comme BlackRock, etc., ils sont exposés au sein du comité de direction. Bon, ça, au moins, ça nous donne une représentation plutôt rationnelle de la réelle valeur de Bitcoin à un instant T. Maintenant, il faut toujours le corréler à quelque chose d'autre. C'est au TRH. Et actuellement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ce que Core Scientific, donc le fondateur de Core Scientific, nous expliquait il y a quelques mois en arrière, donc c'était en octobre, donc 2 mois quasiment jour pour jour, à quel point ces gens-là qui ont des actionnaires comme BlackRock derrière, donc je pense qu'ils savent à peu près ce qu'ils font, n'ont pas forcément une représentation claire et limpide du marché. Pourquoi? Parce qu'ils nous expliquaient qu'ils ne pensaient pas que Bitcoin atteindrait un niveau de hectahash par seconde de plus de 500, avant l'halving. On parle de l'halving ici de mars-avril 2024, mai 2024. Nous expliquer que de nombreux projets d'infrastructures avaient été abandonnés au cours des 6 derniers mois. Nous nous trouvons dans une sorte d'impasse où les infrastructures ne sont pas suffisantes pour accueillir toutes les machines fabriquées. Certains mineurs à l'ancienne génération devront faire face à de nouvelles générations. Je pense que les Ant Miners S17 qui ont une efficience de l'ordre de 34 joules par terahash vont être débranchés après l'halving. Le hash rate va augmenter au cours de l'année à venir, mais si on regarde le calendrier des livraisons d'ASIC et la pénurie d'infrastructures, je ne sais pas si nous verrons nécessairement 500 hectahash secondes avant l'halving. Perdu. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus des 500 aujourd'hui. Alors on est parti à 530 et on est tombé à peu près à 510 ici. Donc de sa représentation, en quelques mois, semaines j'ai envie de dire, a déjà été tronqué. Dès lors, on peut partir du principe et du constat que déjà dans une espèce d'euphorie mécanisée, d'un magnifique narratif, pas forcément uniquement dû aux ETF Bitcoin, au comptant, c'est que les mineurs sont extrêmement bullish et voient une augmentation extrêmement significative d'une zone d'intérêt par rapport à l'achat de Bitcoin qui devrait s'apprécier, mais qui est en fait auto-alimentée par rapport au coût de production de Bitcoin. En somme, si nous gardons en fait cette rhétorique-là, partez du principe que vous doublez cette valeur-là. Donc, à partir de l'halving, sur ce constat au niveau du nombre de parcs de machines qui sont actuellement équipés en fonctionnement dans le monde, on passe d'une zone d'intérêt de 35 000 $ à 70 000 $ dans 3 mois. Ça, c'est un bon narratif. Et ça a un réel impact sur la valeur de Bitcoin. Maintenant, on peut faire 3 flips arrière, tout ce que vous voulez avant d'atteindre cette valeur-là. Et ici, on parle bien d'un pourquoi et non pas d'un narratif auto-alimenté par une news hypothétique d'un afflux de liquidités qui se trouve déjà sur ce marché. Pourquoi? Puisqu'on estime à près de 10 milliards de dollars d'argent frais qui est rentré sur ce marché. Je répète, depuis le mois de septembre, 10 milliards de dollars d'argent frais qui a été alimenté sur ce marché. La réciprocité de 10 milliards de dollars sur le marché, on peut avoir un coefficient de 7 à 10, évidemment, en termes d'impact sur les capitalisations. En somme, je résume, si vous injectez 10 milliards, ça correspond à un impact sur la market cap entre 70 et 100 milliards de dollars. Si vous prenez le crypto total, ça, c'est quelque chose de rationnel. Juste ici, crypto total, on est passé depuis le mois de septembre, grosso modo, on va le prendre ici, de 1000 milliards de dollars à 1570 milliards de dollars
en l'espace de 4 mois. Donc il y a ce rapport de 1 à 7 qu'on part en fait ici de 1 à 100, voire de 1 à 150. Juste ces acteurs qui étaient déjà sur ce marché. Dès lors, qui est en train d'influencer cette narrative de prix? Les gens qui sont déjà sur ce marché. Ni plus ni moins, on le voit très bien ici. Donc on revient sur cette mécanique psychologique qu'on a sous les yeux, qu'on avait besoin de personnes aujourd'hui pour pumper Bitcoin jusqu'à 50 000 $. Alors oui, les news catalysantes abreuvent cette tendance-là, ou en tout cas ces flux, si vous voulez, pour aller dégommer principalement du bear ici, depuis quelques mois en arrière. Mais il faudra bien à un moment donné prendre des profits. Et c'est en ça qu'on a et qu'on observe dans ces cycles très psychologiques des accumulations, des distributions, la réaccumulation avant des décalages de valeur. Mais cette valeur doit être catalysée par différents mécanismes, des mécanismes rationnels. Le halving, notamment, par rapport à un coût de production non théorique, mais physique de Bitcoin. Si le stock to flow est aujourd'hui corrélé par rapport à une rencontre entre l'offre et la demande et une mécanique incitative, voire pas incitative, mais programmée au niveau des livraisons de Bitcoin ou du minage de Bitcoin, ici la production, c'est directement corrélé par rapport à l'halving, encore une fois. Tout simplement. Donc il y aura un impact extrêmement positif sur la valeur, cette fois-ci, de Bitcoin. Et on peut partir aussi du principe que Riot pourra miner aux alentours des... si on ne voit pas le hash rate augmenter, à peu près à 26 à 30 000 $ le Bitcoin. À partir du prochain halving. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. J'espère qu'on a remis les choses dans leur contexte. Dès lors, ce qu'il faut observer ici n'est pas des fondamentaux, mais ici est de la technique. Dès lors, si vous voulez vous exposer à ce marché, que ce soit au levier ou au spot, attendez des creux. Attendez que la technique réponde et vienne à vous. Non pas les fondamentaux, parce que les fondamentaux, vous les connaissez déjà, notamment vis-à-vis de l'halving. Donc je peux comprendre que de plus en plus d'analystes nous expliquent que l'halving est un non-événement. Oui, mais c'est un événement qui impacte directement les fondamentaux même du protocole de Bitcoin, qui est en rien corrélé par rapport à un ETF au comptant, ou au contrat futur, bien évidemment. Et si on reprend cette mécanique systématique d'une magnifique nouvelle qui viendrait à venir se présenter à nous, avec une belle... dans sa magnifique robe dorée, on peut imaginer tout ce qu'on veut, généralement c'est vendu. Voilà, ici au niveau du CME, ici au niveau du BITO, et malheureusement au niveau du spot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un impact sur la valeur du Bitcoin, mais uniquement une réaction de prix par rapport à une estimation d'une hypothétique valeur de Bitcoin lorsque celui-ci aura pris toute sa dimension. Pourquoi? Parce que c'est connu. Maintenant, je finirai là-dessus parce que je n'ai peut-être pas été extrêmement optimiste tout au long de cette vidéo et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, qui finalement va durer longtemps, ceci étant dit. Mais bon, passons. Si vous voulez un fondamental extrêmement fort, catalysant par rapport à la structure même de Bitcoin, mais pas par rapport à son protocole, mais par rapport à sa philosophie. À ce moment-là, on n'est pas à l'abri de ce qu'on appelle un choc de demande. Puisque dès lors, tout ce qui nous est servi précédemment ne sont que des prétextes. Tantôt ETF au comptant, tantôt ETF contrat futur, tantôt CME, tantôt rejeté, tantôt accepté, tantôt repoussé. Prétexte sur prétexte sur prétexte. FTX, prétexte. Celsius, prétexte. Terra Luna, prétexte. Ce sont des prétextes extrêmement baissiers, catalysants, mais prétextes qui n'influencent en rien le protocole même ou la structure même de Bitcoin. Eh oui. Maintenant, dans sa rhétorique, et dans cette asymétrie entre prétexte et choc, que ce soit un choc d'offre ou un choc de demande, on n'est clairement pas prêt à un choc de demande qui devrait être directement lié à un narratif extrêmement destructeur par rapport à la valeur. La valeur de quoi? La valeur du dollar ou la valeur des monnaies fiduciaires. Dès lors, l'accroissement de demande exacerbé de Bitcoin sera un choc de confiance relatif à un choc de demande sur une perte de confiance vis-à-vis de nos monnaies fiduciaires. L'inflation, ça joue. L'impression monétaire, ça joue. Plein de choses jouent. L'économie joue, bien évidemment, sur cette
sur cette perte de confiance vis-à-vis de nos institutions et qui plus est financières. Donc c'est ce type de mécanisme qui pourrait nous donner, dans une forme hypothétique long terme, voire très long terme, un choc de demande périn sur plusieurs mois, voire années, d'une prise de valeur de Bitcoin sans s'arrêter. Mais si aujourd'hui je vous pose la question, dès que vous voyez une bougie rouge sur Bitcoin, vous achetez du Bitcoin avec vos Bitcoins ou vous passez de Bitcoin en monnaie fiat. Tant que cette mécanique sera le statu quo d'un univers ou d'une période spéculative, il n'y aura très probablement pas de choc de demande. Le choc de demande, c'est à la fois psychologique et philosophique. Donc oui, on peut le vivre, mais ce sera réellement pas bon pour un grand nombre d'entre nous, malheureusement, qui ne seraient potentiellement pas exposés actuellement sur ces ruptures technologiques en passant par Bitcoin. Donc il faut être patient. Un choc de demande n'est pas forcément d'ailleurs relatif par rapport à une bulle ou par rapport à un cycle. Un choc de demande, c'est à un moment donné T, lorsque les ruptures sont actées et la révolution est validée. Dans le sens où c'est un collatéral, presque considéré comme une assurance, voire une unité de compte, pour dire que, en réalité, je suis dans le faux et Bitcoin, c'est le vrai. Dès lors, on revient ici à parler du consensus social. Et actuellement, il n'existe pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.